France Info et France 24 présentent Bonjour, difficile d'imaginer contexte plus troublé pour un anniversaire. Celui des 60 ans de l'indépendance de l'Algérie est même franchement houleux avec l'ancienne puissance coloniale, la France, mais aussi avec le voisin et éternel rival, le Maroc. Alors qu'on honore le souvenir des morts de la manifestation du 17 octobre 61 ici à Paris, répression d'État la plus sanglante jamais provoquée par une manifestation de rue en Europe occidentale dans l'histoire contemporaine, les blessures sont loin d'être refermées. Pourquoi la mémoire occupe-t-elle une place aussi déterminante dans la politique de l'Algérie envers ses voisins ? On va tenter d'y répondre dans ce nouveau numéro du Monde dans tous ses états, votre rendez-vous géopolitique sur France Info et France 24. Avec vous, Hasni Abidi, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du CERMAM, le Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, basé à Genève, politologue et spécialiste de l'Algérie. Merci d'être avec nous. Mais d'abord, Pauline Forgue, parlez-nous donc de l'Algérie, un géant à nos portes. Oui, l'Algérie est un pays immense. Un chiffre, pour s'en rendre compte, le voici, plus de 2 millions de kilomètres carrés, ce qui en fait le 10e pays le plus grand du monde. Et à titre de comparaison par rapport à nous, la France, eh bien l'Algérie est 4 fois plus grande en termes de superficie. L'Algérie, elle partage ses frontières avec plusieurs pays. On a à l'ouest, ici, on voit sur cette carte, le Maroc, la Mauritanie et le Mali. Et puis à l'est, la Tunisie, la Libye et le Niger, l'Algérie, qui est un pays qui n'est pas très densément peuplé, au regard de cette très grande superficie, 43,9 millions d'habitants, des habitants qui sont assez inégalement répartis sur le territoire, puisqu'ils vivent en fait en grande partie ici, sur la côte nord du pays, notamment dans la capitale Alger. On peut aussi rajouter que cette population algérienne, elle est assez jeune, puisque 50% des Algériens ont moins de 25 ans. Et c'est cette jeunesse, ou du moins une partie, qui s'est manifestée dans les rues lors du Irak, le mouvement de protestation. Hasni Abidi, qu'a-t-elle voulu exprimer ? Elle voulait exprimer surtout son ras-le-bol et aussi une demande et une exigence même de dignité. C'est une jeunesse qui a franchi finalement de la guerre de libération, qui n'est pas prisonnière de la décennie noire, qui n'a pas le complexe des parents et des grands-parents. Et elle voyait un petit peu que dans l'Algérie, il reste plus d'avenir. Les perspectives sont bouchées. C'est pour ça qu'elle a préféré sortir dehors, dans la rue, pour manifester un petit peu cette situation très difficile. Et c'est dans ce contexte déjà tendu qu'Alger est entré en crise ouverte avec Paris. Coup sur coup, la réduction du nombre de visas accordés aux Algériens souhaitant se rendre en France et des propos d'Emmanuel Macron accusant le système politico-militaire algérien d'entretenir une rente mémorielle sur la guerre d'Algérie. Ces deux événements ont mis le feu aux poudres, comme nous l'explique pour France 24 Florent Rodeau. Le respect total de l'État algérien. La France devrait oublier que l'Algérie était autrefois une colonie. Aujourd'hui, l'Algérie est forte grâce à la puissance de son armée et à son peuple courageux. L'histoire ne peut pas être changée et nous ne pouvons pas changer l'histoire juste pour faire plaisir aux autres. Mon souhait, c'est qu'il y ait un apaisement. Entre la France et l'Algérie, le torchon brûle sévèrement depuis la parution des propos d'Emmanuel Macron dans le journal Le Monde, dénonçant une réécriture de l'histoire officielle par le système politico-militaire algérien. Ces mots forts ont entraîné le rappel de l'ambassadeur algérien à Paris et la fermeture de l'espace aérien algérien aux avions militaires français. De l'autre côté de la Méditerranée, on estime que le président Macron est allé bien trop loin. 60 ans après son dénouement, la guerre d'Algérie continue d'empoisonner les relations de Paris avec son ancienne colonie. La réconciliation des mémoires françaises et algériennes va encore prendre du temps. En allant jusqu'à s'interroger sur l'existence d'une nation algérienne avant la colonisation française, Emmanuel Macron est-il allé trop loin, Hasni Abidi ? En tout cas, depuis Alger, oui, il est allé très loin. Il y a 2 erreurs commises par le président français. La première erreur, c'est qu'il n'est pas historien. Et ce terrain, il est miné. Il est un terrain très dangereux, celui de l'histoire, et notamment pour l'Algérie. La question de la mémoire et le ciment même de cette nation, de cet État moderne. Le deuxième élément, c'est que, bien évidemment, il est allé dans un terrain qu'il ne maîtrise pas. Parce qu'il y a un débat, c'est vrai, important sur l'antériorité de la nation algérienne. Mais ce n'est pas un président qui est allé
très loin par rapport à ses prédécesseurs dans la réconciliation des mémoires, donc finalement de faire cette déclaration embarrassante pour les Algériens, mais aussi contestée sur le plan historique. Oui, d'autant plus, vous le rappelez à demi-mot, que c'est Emmanuel Macron lui-même qui, lors de la campagne de 2017, avait, depuis Alger, évoqué la colonisation comme crime contre l'humanité. Absolument. Jamais avant lui, un président avait prononcé déjà ces mots. Il était certes en campagne électorale, mais qualifier les événements d'Algérie, c'est comme ça qu'on parlait de la guerre d'Algérie, de crimes contre l'humanité, c'est un pas très important. Et d'ailleurs, il a été adoubé par le pouvoir algérien, par une grande partie des Algériens, pour dire voilà un président né après l'indépendance, donc il n'aura aucun complexe finalement à revenir sur ce qui s'est passé entre la France et l'Algérie et à engager ce chantier. En face, la réaction d'Alger de rappeler son ambassadeur en poste à Paris et d'interdire le survol de son espace aérien à l'aviation française, aux avions militaires français, n'est-elle pas un peu excessive ? Alors pour l'Algérie, c'est souvent quand il y a un conflit, que ce soit avec la France ou avec le Maroc, c'est souvent ce que j'appelle le triomphe de la ligne dure. Finalement, on ne négocie pas sur la question des frontières, on ne négocie pas sur la question de la mémoire et on ne négocie pas aussi sur qualificatif du régime politique algérien comme un régime ou un système militaro-politique. Je pense que l'entourage du président Macron a mal jugé, a mal apprécié un petit peu les nouvelles dynamiques aujourd'hui au sein de l'Algérie, que ce soit sur le plan social ou sur le plan politique, et c'est pourquoi il est allé un peu plus loin dans son analyse. Ça handicape, l'action militaire française au Sahel, et pas seulement au niveau du survol, mais même de la coopération militaire avec Alger. Absolument, il ne faut pas sous-estimer cette décision d'Alger. C'est vrai que la France peut trouver des alternatives à cette interdiction de survol aérien, mais le message est très fort. Le message est envoyé à d'autres États qui ont suivi l'Algérie, le Mali, a convoqué aussi l'ambassadeur de France à Bamako. Le message aussi mauvais, c'est que finalement l'Algérie, elle est un acteur important dans le Sahel aujourd'hui, face à une avancée très importante de la Russie et de la Turquie. En quelque sorte, cette crise intervient dans un contexte délicat pour Paris, qui est en plein, justement, négociation, qui est en plein autre chantier, celui de redéploiement de la force militaire au Mali et au Sahel. S'agissant de la réduction de moitié du nombre de visas accordés aux Algériens, Paris invoque la réciprocité. Alger ne délivre pas suffisamment de laissez-passer consulaires nécessaires à l'exécution des mesures d'éloignement des ressortissants algériens que la France souhaite expulser. Est-ce qu'il n'y a pas là effectivement une mauvaise volonté de la part des autorités algériennes ? Alors, très difficile, parce que Alger donne des chiffres qui sont complètement différents de ceux qui sont donnés par le ministère de l'Intérieur français. Mais au-delà de cette bataille des chiffres, on sait très bien que l'Algérie est liée à la France dans ce domaine de la dimension humaine de la migration par les accords d'Évian, qui donnent finalement un avantage à l'Algérie par rapport aux voisins marocains et tunisiens. Le deuxième point, ce qu'Alger reproche bien sûr à Paris, c'est de surmédiatiser ce volet du visa. C'est vrai que le même jour, on a vu 3 déclarations, 3 ministres pour dire c'est fini les visas, on ne va plus donner les visas comme avant. Et malheureusement, cette décision, et c'est le malentendu permanent avec Alger, elle intervient la veille d'une visite du ministère de l'Intérieur, de délégation du ministère de l'Intérieur et de la Justice algérien pour discuter avec Paris. En quelque sorte, Alger reproche à Paris de gérer ce dossier sensible d'une manière unilatérale. Des tensions en tout cas qui soudent la masse et des Algériens, en tout cas une grande partie de la classe politique. Faisal Metaoui, vous êtes le correspondant de Monte-Carlo Doualiya à Alger. Il n'y a pas de sentiment anti-français. Les Algériens n'ont rien à reprocher au peuple français. Vous savez qu'il y a des relations familiales, qu'il y a beaucoup d'Algériens qui habitent en France, il y a beaucoup de Français qui travaillent en Algérie. Il n'y a pas vraiment de sentiment ou de haine, parce que le président Macron parle de haine. La haine, c'est un terme très fort. Il n'y a pas de haine. Maintenant, il faut, encore une fois, séparer entre la demande algérienne de reconnaître les crimes coloniaux, parce qu'il y a eu des crimes coloniaux à partir de 1830. Parce qu'on constate en Algérie qu'à chaque fois qu'il y a des élections présidentielles en France, le débat sur l'Algérie, sur la colonisation, sur la repentance revient en force, sans aucune sérénité, sans aucune objectivité. Je pense que s'il y a un débat entre les deux pays, évidemment, l'Algérie est un partenaire important pour la France au Maghreb, idem pour l'Algérie, la France est un grand client et un grand fournisseur de l'Algérie, et il ne faut pas oublier les relations humaines, les relations sociales, les relations économiques qui sont importantes dans le monde d'aujourd'hui. Hasni Abidi, est-ce la France qui, en période électorale,
on rentre en année présidentielle, instrumentalise la menace migratoire, on va dire, en provenance d'Algérie, ou bien est-ce l'Algérie qui instrumentalise un sentiment anti-français diffus depuis la décolonisation ? Bon, l'hypothèse, elle est bonne à poser parce que justement l'Algérie reproche à la France et notamment au président Macron de politiser la question de la réconciliation des mémoires et aussi la question de visa. Et le président Macron aussi n'a pas manqué de dire que finalement c'est le chantier, la réconciliation des mémoires piétine, c'est parce que Alger ne veut pas entrer en matière. Et je pense que tous les deux en fait sont dans le tort parce que d'abord la réconciliation des mémoires et l'histoire entre les deux pays, c'est une relation qui a besoin du temps et qui surtout, à mon avis, de ressort des historiens et pas du tout des politiques. Le deuxième élément, c'est que bien sûr, les Algériens n'acceptent pas à ce que, bien sûr, un président français prononce des mots, des propos très durs, jamais prononcés, à l'égard de ce régime lui-même, que auparavant le président Macron avait qualifié finalement d'un régime qui est prêt à collaborer avec la France. Et le président Tebboune lui-même, il se sent un petit peu trahi parce qu'il disait souvent avant, en off, que finalement il a trouvé un interlocuteur en la personne de président Macron. Mais y a-t-il, Hasni Abidi, un contexte particulier en Algérie, des difficultés sociales qui pourraient expliquer justement ces tensions avec l'étranger ? Oui, un contexte local et un contexte international. Le contexte interne, et bien sûr, il y a des grandes difficultés économiques et sociales. L'Algérie avait toutes les peines du monde à gérer au début la crise de pandémie, mais il y a aussi une poussée du chômage. Et évidemment, dans l'intérêt des autorités algériennes, d'essayer aussi de souder en quelque sorte et de surfer sur l'élément nationaliste. Sur le plan international, l'Algérie découvre avec effroi qu'elle a un énorme retard sur le plan de la diplomatie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on assiste à une diplomatie offensive partout en Asie, en Afrique, et aussi dans le monde arabe. Un mouvement, le Irak, sans leader, mais qui s'incarne dans des grandes figures de la société civile. Parmi elles, Raja Méziane. C'est depuis Prague, où elle vit en exil avec son mari, que cette chanteuse s'est fait connaître avec Allô, le système, un titre vu plus de 70 millions de fois sur YouTube, au point de devenir l'un des hymnes de la Révolution, ce qui a valu à Raja Méziane de figurer parmi les 100 femmes les plus influentes de la planète. C'était voilà 2 ans d'après un classement établi par la BBC. Voici son clip. Et fin de cette première partie du Monde dans tous ses états. On se retrouve dans un instant. Restez avec nous sur France 24. France Info et France 24 présentent Suite du Monde dans tous ses états. On est toujours ensemble pour parler de l'Algérie avec vous, Hasni Abidi. Bonjour, politologue, spécialiste de l'Algérie. Vous êtes également directeur du CERMAM, c'est le Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et la Méditerranée, basé à Genève. Un retour sur le pays en chiffres pour comprendre d'où vient la force du pouvoir algérien. C'est un État qui regorge d'hydrocarbures, Pauline Forgue. Oui, c'est un pays qui est en fait très riche car il repose, vous l'avez dit, en grande partie sur sa rente pétrolière. L'Algérie est en fait le 3e producteur de pétrole brut en Afrique et ce n'est pas tout puisqu'il est également considéré comme le 9e producteur mondial de gaz. Il faut bien se rendre compte que dans ce pays, les hydrocarbures représentent pas moins de 95% des recettes d'exportation. Malgré ça, le pays est confronté à des difficultés économiques récentes liées bien sûr à la pandémie de Covid-19, mais aussi plus ancienne avec le manque d'investissement dans les infrastructures, mais aussi dans la recherche d'autres gisements. Résultat, aujourd'hui, ce pays assez riche, eh bien, sa population en profite assez peu. 2 chiffres pour s'en rendre compte. Le premier, c'est le taux de chômage qui avoisine les 14%, un taux de chômage qui est encore plus important chez la jeune génération. 27%, c'est quasiment 10 points de plus par rapport à notre situation ici en France. Comme un symbole en tout cas, celui qui fut poussé vers la sortie par le Irak. Abdelaziz Bouteflika est mort le mois dernier. Il incarne par son parcours l'emprise de l'ancien parti unique, le FLN, sur l'Algérie,
toujours d'actualité 60 ans après l'indépendance. On voit ça avec Sylvain Lequesne pour France Télévisions. Le 2 avril 2019, il apparaît pour la dernière fois à la télévision algérienne pour annoncer sa démission. Abdelaziz Bouteflika jette l'éponge, chassé du pouvoir par la rue, qui refuse son élection à un 5e mandat après 20 ans à la tête du pays. Malade, affaibli, il était devenu quasi invisible depuis son accident vasculaire cérébral en 2013, qui l'a cloué dans un fauteuil roulant. Sa disparition est accueillie avec une certaine retenue. Nous avons bon cœur, nous ne pouvons pas dire du mal des morts. Il gouvernait le pays, il le protégeait. C'est ce qui peut nous émouvoir. Ça m'a vraiment fait de la peine, il était très âgé. Que Dieu ait son âme. La très longue carrière politique d'Abdelaziz Bouteflika débute en 62, à l'indépendance. Ministre des Sports à 25 ans, puis ministre des Affaires étrangères, il va régner sur la diplomatie algérienne durant plus de 15 ans. En 78, à la mort de son mentor, le président Harry Boumedienne, il prononce l'éloge funèbre, se voit en successeur, mais les militaires lui barrent la route, il part pour 10 ans en exil. La guerre civile dans les années 90, qui fait 200 000 morts, le ramène sur le devant de la scène. Élu président en 99, il apparaît comme un recours et devient l'artisan de la réconciliation nationale en amnistiant les islamistes. Je ne suis pas un chercheur de pouvoir. Réélu en 2004 puis en 2009, il est ébranlé par le printemps arabe qui balaie la région en 2011, mais la révolte ne dure que quelques mois dans le pays. Affaibli par son AVC, il s'agrippe au pouvoir pour un 4e mandat. Ses apparitions se font de plus en plus rares. Le pays s'enfonce dans la crise économique. À 82 ans, sa 5e candidature provoque sa chute. Sa démission est fêtée dans les rues d'Alger. Lâché par l'armée, hué par la rue, celui qui a accompli le plus long règne à la tête du pays sort de l'histoire par la petite porte. Hasni Abidi, la rue a eu raison de l'acharnement d'Abdelaziz Bouteflika. Son parti, le FLN, a fini par le lâcher pour mieux se maintenir au pouvoir. Oui, parce que le FLN n'a jamais été un parti traditionnel, c'est-à-dire un parti qui permet le renouvellement de l'élite. C'est un parti qui a servi plutôt les chefs d'État, c'est un parti d'administration, c'est un parti donc au service de l'État. Et évidemment, certains Algériens demandent à ce que le FLN soit plutôt placé dans un musée, en quelque sorte, pour dire que son âge est révolu. Le deuxième point, c'est que finalement, les pratiques du régime autoritaire, les pratiques sous Bouteflika continuent avec le FLN ou sans le FLN. Je crois que les Algériens voulaient plutôt chasser Bouteflika et tout ce qui représente ce système de corruption, de passe-droit, mauvaise gouvernance, et pas seulement le FLN ou pas seulement la figure de Bouteflika. Et là, ces pratiques continuent encore aujourd'hui. Un parti, en tout cas, qui, par la grâce de Bouteflika, a survécu à la décennie noire, les années 90. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'il a survécu. Le président Bouteflika était le président d'honneur de ce parti, le Front de Libération Nationale, et qui bénéficiait un petit peu de son aura de la Révolution. Qui a chancelé quand même un temps face aux islamistes, puis à l'armée. Absolument, et qui a essayé, mais c'est un bon manœuvrier, le président Bouteflika, et évidemment, il a donné ce coup de pouce à ce parti FLN pour le maintenir en vie, mais c'était une vie artificielle. En tout cas, le pouvoir algérien peut toujours compter aujourd'hui sur son principal allié au Conseil de sécurité et parmi les grandes puissances, la Russie. Des liens noués très tôt, dès la guerre d'indépendance. Jamais le Kremlin n'a remis en cause depuis la légitimité des autorités algériennes. Aujourd'hui encore, les relations sont au beau fixe, alors que la Russie cherche à étendre son influence dans la région, y compris par des moyens militaires. N'est-ce pas, Luc Lacroix? Vous êtes à Moscou pour France Télévisions. Les relations entre l'Algérie et la Russie, elles sont anciennes, elles remontent à la guerre d'indépendance et sans jamais avoir été communiste, l'Algérie s'est proclamée république socialiste. Une partie de son élite, notamment son élite politique, mais aussi et surtout son élite militaire, ont été formées en URSS et ces relations, elles ont survécu à la fin de l'Union soviétique. Un des exemples les plus frappants de ces relations intenses, ce sont les ventes d'armement. Aujourd'hui, les 2/3 des armes achetées par l'Algérie sont des armes russes. Ça va des Souroï et des MiG de l'armée de l'air aux sous-marins, en passant par les tanks. Et pour la Russie, l'Algérie est un client important, l'un des plus importants au monde. Alors bien sûr, la Russie va essayer de profiter de la crise entre Paris et Alger et on ne peut pas s'empêcher de penser
au Mali, situé juste au sud. Là-bas, la Russie essaye de se faire une place. De son côté, le pouvoir malien laisse planer la menace de faire appel à des mercenaires russes. Et dans d'autres pays d'Afrique francophone, la Russie prospère notamment sur un terreau, un sentiment anti-français. Mais vous savez, vu de Moscou, on n'a pas l'impression de faire autre chose que ce que les Occidentaux ont fait après la fin de l'URSS, quand des pays de l'ancien bloc de l'Est ont été approchés ou même intégrés à l'OTAN ou à l'Union européenne. Hasni Abidi, c'est cela que peut espérer la Russie aujourd'hui de sa proximité avec le pouvoir algérien, asseoir sa présence au Sahel, au Mali notamment? Oui, l'Algérie est une belle prise pour la Russie, parce que c'est un grand État, c'est un État qui est quand même une porte vers l'Afrique, vers le Sahel, et on sait que la Russie a réussi à se maintenir en Libye. Elle a 2 ports en Méditerranée, l'accès et la mer Chaude, et bien, évidemment les bonnes relations avec l'Algérie, puisque la Russie est le premier fournisseur d'armes pour l'Algérie, vont ouvrir des perspectives à la Russie dans toute cette région. Le deuxième point, c'est que finalement la Russie envoie des messages aussi à d'autres États pour dire « nous sommes finalement l'allié le plus fiable », contrairement aux Américains qui vous lâchent et qui se retirent de plusieurs régions, notamment au Moyen-Orient, en Afghanistan et en Irak. La Russie n'abandonne pas ses alliés. Regardez-nous donc ce qu'on a fait pour la Syrie. Et donc ce message, il est bien perçu par plusieurs États d'Afrique et du monde arabe. Et bien sûr, la Russie a besoin du Sahel, a besoin du Mali. Et l'Algérie, c'est une clé importante pour pénétrer cette région. Qu'a gagné l'Algérie en échange? L'Algérie, elle a toujours besoin de la Russie. D'abord, sur le plan de l'équilibre. L'Algérie craint une alliance, en quelque sorte une alliance occidentale, des liens qui sont très importants aujourd'hui entre son voisin et qui conteste le leadership à l'Algérie, le Maroc, qui a normalisé les relations avec Israël, qui a d'excellentes relations avec Washington depuis le président Trump, mais aussi avec la France. Évidemment, l'Algérie, il cherche à se rééquilibrer en quelque sorte la relation et d'avoir des alliés importants comme la Russie, comme la Chine. Il ne faut pas oublier que la Russie dispose d'un droit de veto et la Russie n'est jamais, en tout cas finalement, un État demandeur sur le plan politique, sur le plan des droits de l'homme. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui est apprécié par ses alliés dans la région. Et oui, pas d'ingérence, jamais en ce qui concerne la Russie. En tout cas, si l'Algérie sait pouvoir compter sur l'allié russe, vous venez de le dire, le torchon brûle. En revanche, avec le Maroc, déjà exécrable, les relations sont désormais rompues. Du moins officiellement. Fin août, Alger a décidé de couper les ponts avec Rabat au plan diplomatique avant de fermer un mois plus tard son espace aérien à tous les avions marocains. En cause, le conflit autour du Sahara occidental auquel s'ajoutent les incendies récents en Kabylie et derrière lesquels Alger voit ou croit voir des groupes séparatistes actionnés par les Marocains. Entre les deux pays, les tensions ne datent pas d'hier. Dès l'indépendance, Alger et Rabat se sont affrontés parfois militairement. Voyez ces images d'archives, un reportage qui date de 1963 sur ce qu'on appelait la guerre des sables. Au milieu des sables, rien ne marque la frontière aux confins algéro-marocains. Mais pour cette ligne sans vrai dessein, Algériens et Marocains s'affrontent. 2 postes perdus dans le désert, Assibeïda et Tinjoub, ont été l'enjeu d'une lutte sévère, occupée tour à tour par les 2 adversaires. Finalement, les forces marocaines ont repris ces 2 positions avec leurs points d'eau et leurs palmeraies. La rencontre avait fait une dizaine de morts et des blessés. À Marrakech, M. Mohamed Yazid, venu au nom du président Ben Bella s'entretenir avec le roi du Maroc de ce douloureux problème, reprenait, sans être arrivé à un accord, le chemin d'Alger. D'Alger, où devant une foule survoltée réunie sur le forum, le président Ben Bella appelait aux armes le peuple algérien et décrétait la mobilisation de tous les anciens djounoud. Partout en Algérie, la mobilisation s'opérait. Les anciens djounoud, répondant à l'appel de Ben Bella, reprenaient du service. Et sur la route de Colombéchar, centre de rassemblement des forces algériennes, les renforts commençaient à monter vers cette frontière imprécise qui n'est peut-être qu'un prétexte pour lequel s'affrontent 2 idées politiques et 2 façons de concevoir l'avenir du Maghreb. Qu'est-ce qui explique cette rivalité entre les 2 pays? Pour plusieurs raisons. D'abord, les 2 États se livrent à une guerre de leadership dans la région.
Le deuxième point, la question de bornage des frontières a toujours été un enjeu et un contentieux très important entre les deux États. Mais récemment, les choses sont compliquées parce que, évidemment, la question de Sahara occidental, le soutien de l'Algérie, et récemment, on a atteint aussi un point très dangereux, évidemment, avec la rupture définitive des relations, le rappel de l'ambassadeur et la fermeture de l'espace aérien à tous les avions marocains, suite justement à ce soutien manifesté par l'ambassadeur marocain à New York à l'indépendance de la Kabylie. Vous savez, c'est une ligne rouge pour les Algériens, la question, bien sûr, de la souveraineté algérienne. Alger semble afficher sa volonté d'approvisionner directement l'Europe en gaz en n'empruntant plus le gazoduc Maghreb-Europe qui passe par le Maroc. Si elle est mise en application, ce serait une décision lourde de conséquences? Oui, elle est très lourde de conséquences. Il ne faut pas oublier que l'Algérie, ce n'est pas facile pour elle de prendre cette décision parce que ça envoie un message aux clients pour dire finalement l'Algérie, comme fournisseur de gaz, n'est pas tout à fait fiable. Donc je pense qu'Alger va réfléchir 2 fois avant de fermer le robinet qui passe par le Maroc. Certes, c'est vrai qu'elle a une autre alternative. Ça, c'est un point important. Et ce qui est inquiétant, c'est que la diplomatie est en panne, elle est à l'arrêt. L'Algérie a refusé toute médiation et les deux pays ne se parlent pas. Et l'Algérie peut passer évidemment à cette sanction qui est économique après avoir pris des sanctions politiques. Il faut dire aussi que le rapprochement entre Rabat et Tel Aviv n'arrange pas la situation parce que l'Algérie craint la présence d'Israël à ses frontières. Merci Hasni Abidi. Je rappelle que vous êtes directeur du CERMAM, c'est le Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine sur France Info et France 24. Et d'ici là, sur nos sites internet franceinfo.fr et france24.com. Très bonne semaine à vous.